Et au moment d'atterrir, l'avion touche le sol et repart. Je me suis assise sur le genou d'une passagère. De toute façon, tu enfermes des humains ensemble et tu les mets dans le ciel. Déjà, sur Terre, il se passe des dingueries. Alors dans le ciel, j'imagine. Les parents, putain, comment il était beau. Vas-y, bref. Et au retour, j'avais la même passager au même siège. Je l'ai regardé, j'avais l'impression d'halluciner. Tu vois ce que je veux dire? C'était l'une des expériences les plus difficiles pour moi. Je change de compagnie, les amis. Je peux pas dire où je pars, mais au moins vous savez qu'il y a des 3,50. Et en fait, on a juste 2 personnes dans la cabine qui crient. On sait pas ce qui se passe et on va en courant. Et Coucou. Coucou Yasmine, comment tu vas? Ça va super et toi? Ça va, super. Bah écoute, bienvenue dans ce nouveau podcast. Merci. On n'a pas encore de nom, je sais même pas comment on va appeler ce podcast, mais en tout cas, on va parler d'aviation, on va parler de notre métier, on est PNC tous les deux. Ouais. Donc voilà, comment tu te sens déjà? Je crois que c'est la première fois que tu enregistres un podcast. C'est ma première fois, je suis un peu stressée, mais en même temps excitée. Ouais. Parce que je suis la première invitée. Super. Bon écoute, je vais te laisser par te présenter, ce que tu fais dans la vie, bon, on le sait déjà, mais ce que tu as fait auparavant, les compagnies dans lesquelles tu as travaillé, la compagnie actuelle et puis tout ce qui va avec. Je suis Yasmine, comme tu as bien dit, j'ai 25 ans. Je travaillais avant chez TUI, c'est une compagnie belge, donc je suis belge-algérienne. Et actuellement, je travaille chez Emirates. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné... pourquoi PNC? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de devenir PNC? Pourquoi? Bon, fun fact, j'ai toujours voulu voyager, tout le temps. Et j'étais étudiante, je travaillais à l'aéroport. Et une fois, j'ai vu un crew passer, Emirates. Ouais. Et ça m'a donné envie. Du coup, j'ai commencé à me renseigner sur la compagnie, etc. Et je me suis lancée, on va dire ça comme ça. Mais j'ai d'abord commencé avec une compagnie belge, TUI, comme j'ai dit. Et puis, donc, j'ai fait un contrat de 7 mois chez eux. Et puis, je suis venue chez Emirates. Et tu as des membres dans ta famille, tu as des membres Rien à voir. qui font de l'aviation? Non, pas du tout. Personne. Ouais, donc t'es là la première, quoi. Ouais, et c'est une vraie passion, honnêtement, c'est une vraie passion. Ok, donc tu nous as dit TUI et Emirates. Qu'est-ce que tu as préféré au final? Parce que c'est assez différent quand même. TUI, c'est beaucoup plus petit. Et Emirates, on parle tout de suite sur une grosse compagnie avec énormément de crew. Exactement. Qu'est-ce que tu as préféré? TUI, en fait, c'est plus un tour opérateur. Donc déjà, le profil de passager est complètement différent. C'est des gens qui vont plus aller en vacances, des gens retraités, etc. Donc le mood est différent. On n'a pas tous les business women or men qu'on pourrait avoir chez Emirates. Et même les standards sont assez différents. On est en Europe, on reste principalement en Europe, même si avec Emirates, avec TUI, on peut aller ailleurs. Ça reste principalement en Europe et ça reste des petits allers-retours, on va dire. Ok, donc tu faisais principalement des allers-retours, quoi. C'est ça, c'était un petit contrat de 7 mois. J'avais quelques layovers, mais c'était pas... C'est pas comme maintenant chez Emirates. Ça te manque ou tu préfères Emirates? C'est différent, je peux pas comparer. Ouais. J'étais à Bruxelles, à la maison. Là, maintenant, j'habite dans une autre ville, dans un autre pays. C'est complètement différent. Ok, je peux pas comparer les deux. Du coup, qu'est-ce que tu as moins aimé chez TUI? Je dirais le fait que j'ai pas pu voyager dans le monde autant que je l'ai fait chez Emirates. Ouais. Mais ça, c'est le truc que j'ai le moins aimé. Et du coup, est-ce que tu comptes faire ça toute ta vie? Est-ce que tu as des projets autres que le métier de PNC ou vraiment, pour l'instant, tu continues et tu verras ce qui se passe? Pour le moment, je suis bien dans ce que je fais. J'aime beaucoup. Je sais que je ferai pas ça toute ma vie parce que c'est quand même un métier qui demande beaucoup. Pas juste physiquement, mais aussi mentalement. Et avec tous les voyages qu'on fait, surtout quand on va aux USA, on passe par des pôles. Et c'est des pôles magnétiques. Et donc, du coup, on le voit dans notre corps. On voit à quel point on est fatigué. Décalage horaire aussi. C'est pas évident. Mais pour l'instant, je kiffe l'expérience. Elle est vraiment chouette. Est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Non. Mais je voudrais rester dans le domaine de l'aviation, ça c'est sûr. Ok, tu as des pistes après pour certains métiers en rapport toujours avec le domaine de l'aviation ou... Non. Pas du tout. Ok. De toute façon, j'ai envie de dire, on est encore jeune. Hein. Ouais, c'est ça, j'ai 25 ans, j'attends de finir mon contrat, on va voir si je signe un deuxième. T'as pris ta décision? Pas encore? Pas encore, il me reste encore 1 an et demi, donc ça va. Il me reste encore le temps pour réfléchir. Ouais. Du coup, raconte-nous un peu une journée typique de ton métier pour donner un peu envie à ceux qui nous regardent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent devenir PNC. Et du coup, raconte-nous un peu comment ça se passe, une journée typique ou plutôt une semaine, parce qu'une journée pour un PNC, c'est un petit peu par court. exemple, je vais expliquer ma semaine qui vient de se dérouler. Donc, j'ai eu qu'un vol. C'était un vol Chicago. C'est un vol de 14 heures.
c'est pas évident. Il faut se préparer, entre guillemets, je dirais ça comme ça, où il faut se reposer au moins un jour, enfin la veille du vol. Il faut bien se reposer, faire sa valise à temps, etc. C'est très simple, c'était un vol matinée, tôt. Pas très tôt, mais tôt. Je suis en train de me Très perdre. tôt, Beto. Je suis en train de me perdre. Donc, c'était un vol en matinée. Donc, je me suis préparée, make-up, grooming, etc., comme les standards de la compagnie nous le demandent. Une fois arrivé, donc on prend le bus. On arrive, on fait un petit briefing avec l'équipage. Donc, on commence d'abord par notre cabine à nous. Donc, moi, je travaille en économie pour le moment. Puis, il y a la cabine économie, il y a la cabine business et la cabine first. Une fois qu'on finit ce petit briefing avec notre superviseur, la purser se présente, elle vient, elle nous explique. Et donc, ça va être un briefing plus général. Et puis, à la fin, les 5 dernières minutes, les pilotes rentrent dans la salle et nous expliquent le temps du vol, les détails, à quelle hauteur on va voler, etc. Puis on va dans l'avion et là, on passe 14 heures où on s'occupe principalement des passagers. Ok. Et j'imagine que pendant 14 heures, tu fais pas toujours la même chose. Quelles sont les phases différentes du Donc, vol? il y a la première phase qui est donc le décollage, préparation de la cabine, etc. avant que les passagers arrivent. Une fois que les passagers arrivent, donc, on doit s'assurer qu'elle est sécurisée pour le décollage. La Une partie fois la donc, plus importante, souvent. Ouais. exactement. Là, on peut être un peu piqué, on va dire, mais c'est pour votre sécurité, les gars. Ne le prenez pas personnellement, c'est vraiment pour votre sécurité et la nôtre. Il y a des gens qui pensent que des fois, on leur demande des choses juste pour les embêter dans l'avion, alors que pas du tout. En fait, c'est pour les protéger plus qu'autre chose. C'est ça, exactement. Les protéger eux, les autres passagers autour et nous aussi. Puis, il y a le premier service qui arrive et ensuite, on ferme les volets pour permettre aux passagers s'ils veulent... Les volets, les cachiboulots. Les cachiboulots. C'est la Belgique, ça. Parle bien de mon petit pays. Donc, on ferme les cachiboulots pour que les passagers qui veulent se reposer puissent dormir, d'autres regarder des films, écouter de la musique, etc. Entre-temps, quand on finit le premier service, une partie de l'équipage va en break. Donc, ça dépend le temps de vol et ça dépend à quel moment on a fini si on a été fort occupé ou pas. Et là, donc la première partie va en break. Donc, c'est plus ou moins la moitié de l'équipage et l'autre équipage reste pour s'occuper des passagers. En garde, ouais. Pour rester en sécurité, etc. Pour faire en sorte que le vol se passe au mieux. Mais la plupart du temps, les passagers ne remarquent absolument pas que la moitié de l'équipage n'est pas là. Et puis, il y a encore un autre service qui se passe quelques heures après. Et ainsi de suite. Donc, l'équipage qui est parti en break prend le relais sur celui qui était... puis il y a le dernier service. Et puis, on atterrit, on est enfin arrivé. Après autant d'heures. Et du coup, toi, quelle est ta partie préférée pendant toutes ces phases? Bon, il y en a plusieurs, mais je pense que la plus importante, c'est celle où je découvre mes collègues avec qui je vais travailler. Parce que on passe quand même un très long moment avec eux. Et c'est toujours chouette de voir... de découvrir de nouvelles personnes, etc. Ça, Et du coup, comment c'est le travail en équipe? Parce que des fois, tu as du mal à travailler en équipe parce que je sais que chez Emirates, il y a beaucoup de nationalités différentes. Donc, entre chaque nationalité, des fois, il peut y avoir pas des conflits, mais des incompréhensions. On ne fonctionne pas tous de la même manière. Un Japonais et, je sais pas... Et un Européen, ils vont pas fonctionner forcément de la même manière, ils vont pas communiquer exactement de la même manière. Donc, comment tu gères, toi, toutes ces différences avec tes collègues? Personnellement, ce que je fais, je me dis plus c'est une force qu'autre chose. Donc, c'est toujours une opportunité pour moi de rencontrer une nouvelle culture. Même si, que ce soit moi ou mes autres collègues, on fait toujours en sorte de garder notre nationalité de côté, qu'on est là pour le travail, qu'on est là pour les passagers, leur faire passer un bon moment, à nous comme à eux. Et s'il y a des conflits, on va dire, culturels ou politiques, on met ça de côté et on est juste pour... vous êtes là de toute façon pour la sécurité des passagers et exactement. pour le service. Leur faire passer un bon moment. Ouais. Et avant de commencer ce métier, est-ce que tu imaginais que ça se passe comme ça ou vraiment ça a été beaucoup de découvertes quand tu as commencé? C'était vraiment beaucoup de découvertes. Je veux dire, par rapport à ma première expérience, c'était vraiment une très, très grosse découverte. Je ne savais pas ce que c'était une porte d'avion. Je ne savais pas comment l'armée désarmée. Pas qu'il y a autant de choses. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Un cockpit, je ne savais pas que c'était comme ça. Je ne savais pas qu'il devait être deux. Je ne savais pas qu'il fallait à chaque fois avoir un PNC par porte.
Mais ça, c'était la première expérience, c'était très difficile pour moi. Mais finalement, ma deuxième expérience s'est très bien passée parce que j'avais un peu d'expérience. Forcément. Ouais. Ouais, et du coup, tu parles anglais au quotidien. Comment tu as appris, toi, l'anglais? C'est assez drôle, je vais dire avec l'école, mais pas forcément, avec aussi mes expériences. Donc, comme j'ai dit, je travaillais à l'aéroport de Zaventem, à forcément, Bruxelles. tu pratiques. Donc, je devais pratiquer, j'avais pas le choix. À côté de ça, je regardais beaucoup de séries, etc. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai pratiqué. J'ai pris des cours d'anglais aussi. Ok, super. Ouais. Du coup, tu nous as parlé de la partie sécurité, de la partie service. Est-ce que tu as pu avoir des cas médicaux, par exemple? Je sais que on est formé pour ça aussi, pour tout ce qui est les cas médicaux. Alors, on n'est pas des médecins, hein, mais on sait gérer des choses simples, Bien entre sûr. guillemets, parce qu'on n'a pas le choix quand on est enfermé dans un tube à je ne sais combien de pieds. Du coup, il n'y a que nous. Est-ce que tu as déjà eu des cas médicaux assez graves ou comment tu as géré? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu aimes, entre guillemets? Parce que je sais qu'il y a des PNC qui aiment bien les cas médicaux, ils aiment bien prendre en charge. Est-ce que toi, comment tu te sens par rapport à ça? Bon, déjà, on a eu une très bonne formation par rapport à ça. C'est-à-dire que dès qu'il se passe quelque chose, on sait, c'est instinctif. En tout cas, pour ma part, c'est instinctif et on sait comment réagir. Personnellement, j'aime pas gérer les cas médicaux. C'est pas ma tasse de thé, on va dire. Enfin, je préfère aller m'amuser avec des enfants que gérer un cas médical. Mais ouais, quand ça arrive devant moi et que je suis la première à être là, évidemment, j'ai les réflexes et je sais comment agir directement, quoi faire, qui appeler, etc. Bête exemple, dernièrement, j'étais celle qui était directement sur place. Enfin, j'étais celle qui était le plus proche de la scène. Et en fait, on a juste 2 personnes dans la cabine qui crient. On ne sait pas ce qui se passe et on va en courant. Et en fait, c'était juste un monsieur qui s'était mal endormi et il s'est étouffé avec sa propre salive. Ok. Et comment tu as géré ça du coup? Il était en train de tousser vraiment très très fort et donc du coup on a des procédures et il devait continuer à tousser, ne pas lui donner à boire, ça c'est la règle, continuer à tousser jusqu'à ce qu'il arrive à reparler correctement. Ok, donc le remettre en avant, donc fallait le relever et lui demander de continuer à tousser. J'ai un autre truc aussi une fois, c'était un vol de nuit. Ça aussi, ça peut arriver, les malaises, vomissements, etc., nausées. Ça arrive même souvent. Hein. Ça arrive très souvent, ouais. C'est pour ça qu'en fait, on garde la température de la cabine basse. Assez basse. Ouais. On a beaucoup de plaintes d'ailleurs. Ouais. Beaucoup de passagers. Il fait trop froid. Oui, si on met la température un peu trop haute, les gens commencent à s'évanouir. À faire des malaises, etc. Et non, c'est pas chouette. Tu disais, du coup, raconte-nous. Ouais, donc du coup, c'était une dame qui s'était évanouie, qui était par terre devant une porte et donc du coup il y a eu une petite panique mais mes collègues ont très vite réagi et ont su prendre les précautions nécessaires. Mais t'as jamais eu de très gros cas médicaux? Non, Dieu merci, jamais. Ok. Non, ça va. Mais j'ai des amis, j'ai une amie qui a eu un mort à bord. Ah bon? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui... C'était une dame qui était c'était quoi? Qui était asthmatique. Ok. Et en fait, quand on prend l'avion, le puff, c'était ça à peu près l'histoire, j'ai pas vraiment les détails, mais en gros, donc le puff qu'elle doit prendre pour pouvoir reprendre sa respiration, en fait, elle en a trop pris, elle a trop inhalé de ce produit. Ok. Et, la ventoline. Ouais, c'est ça, oui, voilà, la ventoline. Et elle en a trop pris, et donc du coup, elle a mal agi, et c'était trop tard. Et comment tu gères dans ces cas-là, s'il y a un mort à bord, s'il y a quelqu'un qui meurt? Là, on dévie, à la vie. Enfin, ça dépend. C'est pas nous qui prenons la décision, c'est toujours le capitaine qui prend la décision de dévier ou de continuer jusqu'à la destination. Dévier, c'est atterrir dans une autre. Oui, c'est atterrir dans une autre ville la plus proche. Et à ce moment-là, ils ont décidé de continuer parce que je pense qu'il restait qu'une heure de vol ou un truc comme ça. Ouais. Moi, du coup, j'ai travaillé pour plusieurs compagnies, parce que je travaillais également chez Emirates, je ne sais même pas si on l'a dit. J'ai travaillé pour plusieurs compagnies avant. Et dans une de mes compagnies, on a une collègue qui est décédée, malheureusement, une chef de cabine. Et j'ai un ami qui avait volé en fait, avec cette chef de cabine et qui... En fait, cette chef de cabine, elle n'était pas originaire de la ville où elle était basée. Et du coup, quand ils l'ont rapatriée dans son pays natal, mon collègue, en fait, était sur le vol et elle était dans le cargo. C'est assez triste à dire, mais du coup, ils ont rapatrié son corps. Il m'a dit c'était bizarre, quoi. J'ai déjà volé avec elle et là, elle était dans le cargo. Il y avait une sale ambiance, quoi, sur le vol. Comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit, il y a aussi des choses très, très chouettes qui peuvent arriver à bord. Ça, c'est des cas très isolés, très particuliers. Au contraire, est-ce que tu as déjà eu des naissances à bord ou
tu as déjà entendu des collègues qui ont eu? Non, autour de moi, jamais. Ouais, c'est assez rare quand même. Ouais, c'est assez rare. Parce qu'on a aussi des procédures où on n'accepte pas les femmes enceintes à bord jusqu'à certaines semaines. Ouais. Mais sur les trucs chouettes, là récemment, j'ai eu un vol Nice et on a eu un couple qui allait en voyage de noces. La dame était habillée, elle était très joliment habillée avec une robe blanche, elle avait une couronne de fleurs. Ils allaient aux Seychelles, pour leur voyage de noces. Et on leur a préparé, c'était dans le 380, donc avec le lounge au-dessus. Et on a préparé une très jolie surprise avec un gâteau, 2 flûtes de champagne. On a pris des photos, vidéos. Ils étaient très, très contents. C'est quand même un avantage d'avoir le lounge à bord. Bien tu sûr, peux créer des expériences. Ouais, des expériences, des moments inoubliables pour des passagers. Bon, la plupart d'entre eux, ça va la première fois qu'ils prennent un avion aussi grand avec 2 étages, donc on en profite. Ouais. Et c'est pas assez triste des fois d'avoir justement ces moments, mais qui restent à bord parce que certes, on voit beaucoup de monde, etc., mais c'est des gens qu'on va jamais revoir. Ah si, pour moi, la très grande majorité. Moi, ça m'arrive. Comment tu te sens quand il se passe des moments forts comme ça et que d'un coup ça s'arrête? Parce qu'après l'atterrissage, il n'y a plus personne, tu te retrouves seul dans ta chambre d'hôtel. Comment tu gères tout ça? Personnel. Attends, je dois parler de quel aspect? Parce que là, je peux parler de plein d'aspects. Certes, c'est un métier qui est assez solitaire. Moi, je dirais pas où on sent la solitude. Je dirais plutôt solitaire parce que je suis très bien entourée. J'ai une famille et des amis incroyables. Donc, du coup, après un vol, j'aime bien me retrouver seule. C'est pas quelque chose qui me dérange. Au contraire, il y a des crews qui vont te dire non, je préfère sortir avec les crews, directement aller découvrir la ville, etc. Moi, c'est quelque chose que j'aime faire seule. La plupart du temps, dans certaines villes où c'est suffisamment safe de pouvoir sortir en tant que femme seule, je le fais. En Europe, en Asie, etc. Mais il y a certaines villes dans le monde où il vaut mieux sortir en crew. Mais majoritairement, je préfère me ressourcer seule, qui fait mon temps, faire ce que je veux, mon itinéraire, me reposer tranquillement. Et puis le lendemain, je retrouve mon crew et on repart à Dubaï. Et si ça a vraiment cliqué avec mes collègues, ça devient des amis. Mais justement, c'était ma prochaine question. T'arrives quand même à te faire des amis ou... Ouais, bien sûr. Ouais, j'en ai pas mal. Bon, ça reste des collègues, mais qui sont devenus des amis. En dehors de ça, c'est un peu compliqué parce que je vis dans une ville où on est là sans être là. Mais ouais, t'es souvent en vol, quoi. Ouais. Puis surtout, si c'est des amis dans l'aviation, quand il y en a un qui vole, l'autre il est en repos. Exactement. Mais on fait toujours en sorte de se voir et de partager des moments ensemble. Et par rapport à ta famille, du coup, comment t'arrives à gérer le manque? Parce que du coup, toi, t'habites à Dubaï maintenant. Eux, j'imagine qu'ils sont toujours en Belgique. Comment tu gères la distance et est-ce que t'arrives à les revoir souvent? Au début, c'était très compliqué. Quand je suis venue, j'ai pu avoir... Donc moi, je viens de Bruxelles, hein. Toute ma famille est à Bruxelles et les 6 premiers mois, j'ai pas pu prendre de congé. C'est comment tu dis, approbation? La période d'essai? Ouais, c'est une période. Donc avec Emirates, on a une période d'essai de 6 mois et j'ai pas pu voir mes proches pendant 6 mois. C'était l'une des expériences les plus difficiles pour moi parce que j'ai jamais quitté ma famille aussi longtemps. Mais après ça, j'ai reçu un vol Bruxelles que j'ai pu faire et j'ai été voir ma famille. Et là, chaque mois, j'essaie d'avoir un vol Bruxelles pour pouvoir leur rendre visite. Et donc, tu arrives à y retourner assez régulièrement. Ouais. Et si j'ai pas, j'ai un membre de ma famille qui essaye de venir dans une ville où je suis, par exemple Amsterdam ou Paris. Ok, cool. Ouais. J'ai déjà eu mon petit frère qui est venu me rendre visite à Amsterdam. Trop bien. Ouais. Il a quel âge? Il a 19 ans. Ok. Est-ce que du coup, lui, ça serait quelque chose qu'il voudrait faire, ce métier ou... Peut-être pas PNC, il est intéressé par le monde pilote. Ouais. Ok. Ouais. D'accord, super. Mais bon, il est encore dans ses études, donc il verra ça après. Ok, mais du coup, le fait d'avoir une sœur dans l'aviation, ça lui a donné des idées. Ouais, ça lui a donné grave envie quand je lui raconte mes expériences qui se passent à bord. Ouais, tu m'étonnes, ça donne envie. Les voyages que je fais, les photos, etc. Il adore. Du coup, on a parlé des cas médicaux. Est-ce que tu as déjà eu aussi des choses qui sont relatives à la safety ou à la sécurité à bord, des turbulences ou un atterrissage d'urgence ou des choses comme ça? Ouais, j'ai déjà eu. C'est assez impressionnant. J'ai déjà eu ce qu'on appelle un go-around. Donc, en gros, on s'approche pour pouvoir atterrir. Et au moment d'atterrir, l'avion touche le sol et repart. Donc, ça, c'est en gros, donc ce que ça veut dire, c'est que c'est plus safe de repartir que de continuer l'atterrissage. Et ça m'est arrivé donc, avec ma précédente compagnie. C'était en Égypte, à Hurghada. Et je n'ai pas eu les détails de ce qui s'était passé.
Mais c'était assez impressionnant. On pense qu'on va atterrir, etc. Et là, on revoit l'avion remonter et on se dit, mais... Remettre les gaz, etc. Ouais, remettre les gaz et on remonte, mais vraiment très, très fort. C'est assez Ouais, impressionnant. la première fois, c'est assez C'est impressionnant. assez impressionnant. Je l'ai eu qu'une fois pour l'instant. Ok, moi, ça Ouais. m'est arrivé 2 fois. Une fois, il y avait un chien sur la piste. C'était dans ma précédente compagnie, ouais. Donc, le pilote, bah, forcément, il a vu un chien sur la piste, il est reparti. Bah On ne oui, prend pas le risque d'atterrir. Et la deuxième fois, il y avait une voiture, tu sais, les voitures d'aéroport, de maintenance, etc., qui était encore sur la piste. Elle n'avait pas encore dégagé la piste. Donc, du coup, bah, forcément, on ne va pas atterrir avec une voiture sur la piste. Et donc, on est reparti. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant, surtout pour les passagers. Exactement. Ils nous regardent directement, puisqu'on est leur point de référence dans l'avion. Et à ce moment-là, on n'a pas encore les détails de et ce à qui ce moment-là, se passe. même nous, on ne sait pas trop ce qui se La passe. communication, elle n'est pas encore faite à ce moment-là parce que justement, c'est au moment du décollage et d'atterrissage, on appelle ça une... comment on appelle ça encore ? No contact période, ouais. Une no contact période avec le flight crew. Donc, on ne parle pas aux pilotes parce qu'ils doivent se concentrer justement. C'est des moments très critiques pendant un vol. Et justement, on n'a pas les infos, mais quelques minutes après, on a eu les infos. Et de toute façon, on a toujours confiance au pilote. Toi, tu sais que quoi qu'il arrive, tu es entre de bonnes mains. Exactement, ouais. Et l'autre fois aussi, on a eu des turbulences. Et en fait, on a différentes turbulences. On a modérées, légères, modérées et sévères. Ok, donc 3 types. Et sévères, c'est très impressionnant. J'ai eu ça plusieurs fois. Et une fois, j'ai presque volé avec le kart en cabine. En fait, on est secoué. On est vraiment secoué de droite à gauche. C'était un vol... je me rappelle plus de la destination. Mais en gros, donc, on était au milieu du service. Et parfois, c'est inattendu. Les pilotes ne le voient pas, ils le savent pas et donc du coup on est surpris. C'est pour ça que on demande aux passagers de toujours garder la ceinture, toujours et beaucoup de passagers nous disent mais s'il y a un crash, la ceinture elle va me servir à rien. Sauf qu'en fait c'est pas pour le crash. Et puis même des crashs, ça n'arrive pas. Un avion ne se crache pas comme ça. C'est surtout pour les turbulences. Et c'est à ce moment-là où on se baisse le plus. Enfin, moi, j'ai eu ce qu'il y avait sur le kart qui m'est tombé sur le pied. Ok. Donc, ouais, c'est pour ces sécurités-là. Donc, à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai directement mis les freins sur le kart et je me suis assise sur le genou d'une passagère. Sur les genoux carrément Ouais, d'une passagère parce que mon siège était trop loin. Ok, ça a dû la surprendre. Et je lui ai demandé de me tenir. Oh, ouais. Ok. Ouais. Je devais faire ça pour être en sécurité le plus rapidement possible. Ok, ça a duré combien de temps à peu près ? Ça a duré une bonne quinzaine de minutes. Hein. Ok, et les passagers, dans ce cas-là, est-ce que tu entends des gens crier ? Comment ça se passe ? Ouais, Comment on essaie de les rassurer. En tout cabine ? cas, ceux qui sont autour de nous, on leur dit que c'est rien de grave, qu'ils doivent juste garder leur ceinture. Et de toute façon, les turbulences, ça arrive pratiquement sur tous mes vols. Ils sont pas tous sévères. Et de toute façon, on est au courant. La plupart du temps, on est au courant quand elles sont sévères ou modérées. Mais on est préparé et on prépare la cabine. Donc, on ferme les toilettes. On dit aux passagers, on fait une annonce. Ouais. On fait une annonce pour prévenir les passagers de s'asseoir et de mettre leur... on m'a souvent dit que les avions étaient conçus pour résister à des turbulences qui n'existent même pas dans la nature. Ils sont testés dans des hangars, etc. Et ils les poussent à des conditions extrêmes. Donc, mais à l'intérieur, ce qu'on ressent est décuplé parce qu'on est à l'intérieur. Mais à l'extérieur, quand tu regardes l'avion, il ne bouge pas tant que ça. Ouais. Ouais. Il y a un bon exemple d'une bouteille. Avec la bouteille d'eau, c'est assez connu. C'est ça, ouais. On n'a pas de bouteille d'eau. On n'a pas de bouteille d'eau pour vous montrer, mais... En fait, quand on prend une bouteille d'eau et qu'on la bouge un petit peu, l'eau à l'intérieur va bouger énormément. Ouais. Mais la bouteille en soi, elle ne bouge pas beaucoup. C'est juste la sensation à l'intérieur qui se passe. Ouais. Du coup, du côté humain, est-ce que tu as déjà eu des choses comme ça, par exemple, un passager... qui veut pas coopérer, un passager qui n'écoute pas ou des passagers qui se battent même. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de choses ? Ouais, il y a des vols qui sont un peu plus compliqués que d'autres, on va dire, des destinations un peu plus compliquées que d'autres. Mais de manière générale, ça va. Si ça commence à dégénérer ou si c'est un homme qui hausse la voix ou qui commence à se comporter d'une certaine manière, ce que je préconise, c'est... moi, en tant que femme, je préfère juste me reculer et appeler un collègue homme. Et s'en chargera, ou alors une autre collègue qui se sent apte à pouvoir faire face à ça. Ouais. Personnellement, je préfère pas... De toute façon, quand il y a un conflit avec quelqu'un, il vaut mieux que quelqu'un qui soit neutre, entre guillemets, s'en occupe et qui n'ait pas été dans la situation. Mais on fait toujours en sorte que ça se calme et qu'on trouve un terrain d'entente entre... Si c'est par exemple entre deux passagers, on fait en sorte de les séparer, que les deux... T'as déjà eu 2 passagers qui se battent ? Ah bah oui, se battre ? Ouais. J'ai pas eu, mais c'est presque arrivé.
Ok, tu le racontes un peu? C'est presque arrivé. Oui, c'était en gros un passager qui voulait recline. Comment tu Ouais, dis qui ça? voulait baisser son Ouais, siège. Ah, ça fait trop la meuf. Ouais, non, mais c'est sûr, quand t'as pas l'habitude de parler Ouais, c'est anglais, ça, je ouais. suis désolée. Je suis Enfin, pas la de meuf, mais, reparler français plutôt quand t'as l'habitude de exactement, parler ouais. anglais, ouais. Donc, c'est un passager qui veut essayer De baisser son siège. de baisser son siège, ouais. Donc, pour se reposer, il a totalement le droit. Chaque passager a le droit d'avoir un certain espace pour pouvoir se reposer. Le passager derrière n'était pas content. Et donc, il repoussait à chaque fois et ça a commencé à monter. Ouais, ça, c'est assez classique. Hein. C'est très classique et c'est Ça arrive c'est souvent. pénible, Ouais. c'est pénible. Et donc, du coup, ben, nous, en tant que, en tant que crew, on dit à l'autre passager, non, ben, c'est son droit, vous pouvez aussi baisser. Non, moi, je ne veux pas baisser, je veux pas, j'ai pas de place pour mes genoux, etc. Bon, finalement, ça s'est réglé, on les a changés de place. Bah, de toute façon, tu enfermes des humains ensemble et tu les mets dans le ciel. Déjà, sur Terre, il se passe des dingueries. Alors, dans le ciel, j'imagine que... Non, mais ça reste des cas isolés, Ouais. évidemment. Ça reste vraiment des cas isolés. La plupart du temps, les vols se passent très, très bien. J'ai jamais eu vraiment d'incident à bord. Ouais, c'est des faits qui restent quand même assez rares. Ouais, c'est très, très rare. Ouais, la plupart du temps, ça se passe bien. Mon expérience est de 2 ans. Ça fait 2 ans que je vole maintenant. Et les incidents vraiment marquants, je peux les compter sur une main et encore. De toute façon, la majorité des gens, ils partent en vacances, donc ils sont dans un ouais, en bon vacances. mood. Enfin, après, ça dépend. Il y a une anecdote très drôle que j'ai déjà eue. Donc, j'avais une destination. Donc, c'est une destination vacances. Ouais. C'est une destination au Maroc. C'était dans mon ancienne compagnie. Et donc, les passagers désembarquent. Et je dis, bon, ben, bonnes vacances à vous. J'espère vous revoir, etc. Il y a une dame qui m'interpelle qui me dit, ah, mais non, je ne vais pas en vacances. Et je viens pour les funérailles de mon grand-père. Oh, purée. Et je me suis sentie très mal. Ah bah oui, j'imagine. Ouais. Et à partir de ce moment, enfin, je me suis excusée, etc. Et à partir de ce moment-là, je me suis promis de jamais dire bonnes vacances, passer de très bonnes vacances, juste bon séjour. Parce qu'on peut jamais savoir exactement. C'est la même chose, non, bon séjour. Bah non, bon séjour, c'est en mode général, tu vois. Ouais, t'as raison, c'est vrai. C'est beaucoup plus général. C'est plus général, ouais. C'est beaucoup plus général, en espérant vous revoir sur une de nos lignes, quoi. Mais puis jamais de bonnes vacances. C'était, ouais. Parfois aussi, ce qui est drôle dans des vols, parfois il y a des moments blancs où il n'y a rien à faire. Tous les passagers sont en train de dormir. Quand et t'es le en vol garde, juste se passe. coup, Ouais, exactement. Quand on est en garde, ben, on se retrouve avec des collègues et ça devient nos meilleurs amis pendant quelques heures. Et c'est très chouette parce qu'on leur parle comme si c'était une séance de psy. Et on échange sur nos vies, etc., nos expériences. En plus, avec l'altitude, ça va vite. Les langues se délient hyper Les langues se rapidement, délient. ouais. Il y a une espèce de... C'est une bulle comme ça, hors temps, que j'adore d'ailleurs, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce métier, c'est qu'on est hors temps, on est sur différents... Ouais, c'est coupé du monde, quoi. Ouais, c'est coupé du monde pendant quelques heures, et on se confie très facilement. Un moment très, très drôle qui s'est passé récemment avec des passagers, ça m'arrive assez souvent. Donc on dit, on a beaucoup de passagers, etc., mais ça nous arrive aussi de voyager plusieurs fois avec les mêmes passagers, sans s'en rendre compte. Et j'ai un couple d'Australiens qui s'approchent de moi et qui me disent « Mais ça va, Yasmine ?» et qui me racontent... quelque chose d'assez personnel. Et je me dis, mais comment ils ont ce détail? Ils me disent, mais vous vous rappelez pas regardez, on a une photo ensemble. On a volé il y a 1 mois et demi ensemble. Ah ouais. Ouais. C'est très drôle. Ouais, il y a des moments comme ça. Donc des fois, tu revoles avec des passagers, je revole avec des ouais. passagers, ouais. Ça arrive. Et Ok. parfois, on s'en rappelle pas. Mais c'est vrai que moi, il y a encore quelques jours, là, j'ai fait un vol pour Londres. Et au retour, j'avais la même passager au même siège. Je l'ai regardé, j'avais l'impression d'halluciner, tu vois ce que je veux dire? Je l'ai vu, j'ai dit, je vous connais. Je vous connais. Elle me dit, oui, j'étais avec vous hier sur le vol. J'ai dit, ah bah oui, c'est ça. Et enfin bref, des fois, il y a des gens, tu revoles avec eux, c'est assez surprenant, parce qu'on a l'habitude, l'écrasante majorité des gens, on les revoit jamais. Parce qu'on envoie des milliers de gens sur une semaine, on doit en voir... Facile 1000, hein. Facile. Ouais, facilement. Un 350 quand c'est plein, on est facile à 500 personnes. 380. J'ai dit quoi? 300, 350. 350. C'est les prochains avions qui arrivent. C'est la prochaine compagnie qui arrive. Je change de compagnie, les amis. Je peux pas dire où je pars, mais au moins vous savez qu'il y a des 350. Et du coup, toi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans ce métier? Parce que je sais que moi, je fais des TikTok et il y a beaucoup de gens qui me demandent, voilà, Malik, donne-moi des conseils, comment on fait pour faire ce métier? Parce que c'est un métier qui passionne, qui intéresse. Donc toi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut devenir PNC? Déjà, suivez Malik sur TikTok. Mais vraiment, je dis pas ça parce que c'est mon ami, mais vraiment, ses conseils sont très précieux. Foncez, n'hésitez pas. Vraiment, foncez. N'ayez pas peur. Si vous avez votre niveau d'anglais qui est
pas top, essayez de l'améliorer au maximum avant de postuler. Et de toute façon, vous apprendrez. De toute manière, vous apprendrez. Faites des cours aussi à côté si besoin. Mais faites-le. Ne vous concentrez pas sur uniquement une compagnie. Ouais, Regardez ça, d'autres c'est compagnies. très important. Oui. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah, mais moi, c'est Emirates ou rien. Moi, c'est Air France ou rien. Moi, c'est Qatar ou rien. » Sauf que moi, personnellement, je trouve que c'est assez dommage de se fermer Bien comme sûr. ça à une compagnie. Ouais, Et au contraire, je pense que c'est mieux de tester d'autres compagnies avant exactement. de faire celle dont on rêve vraiment. Comme ça, on a de Comme ça, l'expérience avant, on peut Et on a comparer. une idée de comment ça se Exactement, passe ouais. aussi dans d'autres Ouais, ouais. compagnies, bien sûr. Parce que rentrer dans une compagnie et y rester toute sa vie, ça peut être très bien. Hein. Je Bien dis pas sûr, que ouais, évidemment, chacun fait ce qu'il veut de évidemment. toute façon. Ouais. Mais je pense que c'est plus intéressant d'avoir des points de vue différents avec des compagnies différentes, etc. Ouais, complètement Et un d'accord. conseil que j'aimerais rajouter aussi, c'est passer votre visite médicale dès que vous pouvez au début. Parce que si vous Ouais. faites tout le chemin d'apprendre l'anglais, de se renseigner sur les compagnies, de passer votre CCA si vous êtes en Europe, etc., pour qu'au final vous soyez pas recevable à la visite médicale, c'est assez dommage de faire tout ça pour rien. Donc passez votre visite médicale avec un médecin agréé DGAC. Et puis après, voilà, lancez-vous. Foncez! Foncez. Volez! Enfin bref, merci Yasmine Avec grand d'être plaisir, ça a venue. été un plaisir en tout cas d'être C'était notre invitée. premier podcast. J'espère que tu as été la première invitée d'une longue série J'espère aussi. d'invités. Soyez indulgents dans les commentaires, etc. Parce que c'est la première fois qu'on C'est ma tourne. C'est première assez fois, impressionnant. Vous voyez ouais. pas tout autour, mais Ouais. on est dans un studio professionnel. Donc, Ouais, j'ai pas l'habitude des lumières. et donc des c'est spots, impressionnant. etc. Ouais. Il y a des Ouais. gens derrière, etc. Ouais. Ça fait tellement pro. Mais c'est vrai, il y a vraiment des gens derrière. Enfin bref, merci. Donnez-nous des idées de noms pour le podcast en Ouais. commentaire. Et puis voilà, à bientôt. Merci Yasmine. De rien.